Madame la Présidente, Monsieur le co-rapporteur, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les situations portées par la mission Agriculture sont si vastes qu'à mon sens, il serait vain d'espérer, Monsieur le Ministre, que vous puissiez porter avec plein succès toutes les politiques publiques dont vous avez la charge. C'est pourquoi je débuterai par plusieurs aspects positifs au regard des exercices précédents qui apparaissent dans ce budget 2024. D'abord, et j'y suis sensible, les moyens personnels sont consolidés et stabilisés afin que le ministère puisse assumer ses nombreuses missions de contrôle administratif, écologique, sanitaire, alimentaire, préventif et que sais-je encore, la liste des missions étant fort longue. Les dépenses du titre 2 sont ainsi en augmentation de 4,5%. Au regard des missions et compte tenu des critères exogènes, extérieurs qui conduisent à la hausse des frais de personnel, il s'agit d'une augmentation mesurée mais finalement bienvenue. Je me réjouis également de la consolidation de certains dispositifs favorables aux travailleurs par le programme 381 et par le relèvement de certains plafonds d'emploi, même si nous aurions souhaité aller plus loin. On le sait, l'agriculture est un secteur très concurrentiel et nous devons constamment adapter nos règles et nos pratiques pour éviter de voir s'installer la précarité dans le secteur. Dans le cadre du régime TODE, l'exonération de certaines charges ou cotisations en faveur de 71 000 entreprises, soit à peu près la moitié des structures agricoles employant un salarié, assure ainsi le maintien de 31% du volume global des heures salariées dans le secteur agricole, tout en donnant lieu à compensation par la mutualité sociale agricole. Pour moi, c'est un des moyens de lutter contre le travail illégal et les conséquences qu'il entraîne, en particulier pour des emplois à faible valeur ajoutée. C'est également un point auquel je prête évidemment une attention particulière pour les Outre-mer, car le salariat agricole y joue un rôle central. Et je peux vous assurer, s'il n'y a pas des travailleurs, pas simplement occasionnels, parfois permanents, avec des situations qu'il faut évaluer, eh bien, il n'y aurait plus de coupe ou de récolte de canne ou de bananes. Et ce système devrait être adapté pour ces régions-là. Je vous indique à ce stade que nous donnerons un avis favorable pour l'adoption des crédits au vu du bilan coût-avantage globalement positif. Cela ne nous empêchera pas pour autant, à titre individuel ou de groupe, de porter tel ou tel amendement. Pour les Outre-mer, vous aurez observé à la lecture du rapport que j'ai tenu à préciser le fonctionnement de certains dispositifs et à proposer leur renforcement par la réactualisation de leurs crédits. Certains sont gelés depuis une dizaine d'années. Je pense au régime spécifique d'approvisionnement, à l'aide à la transformation du POSEI ou encore au soutien aux filières canne, sucre, rhum, banane. Dans les débats qui suivront, mon groupe portera en ce sens des amendements sur ces sujets vitaux pour l'agriculture des Outre-mer. Je me réjouis également, et c'est un point que nous développons dans le rapport, du soutien apporté aux 10 opérateurs rattachés à la mission. La plupart d'entre eux voient leurs moyens consolidés, car ils jouent un rôle en termes de développement durable. Je ne citerai que l'ANSES ou encore l'ODEADOM. Au-delà des éléments positifs de cette mission que je viens de détailler, il reste des points perfectibles que nos amendements seraient en mesure d'améliorer. J'aurai l'occasion de l'exprimer lors de l'examen des amendements déposés par nos collègues, mais nous aurions souhaité que davantage d'efforts soient faits dans plusieurs domaines. Je pense à la filière laitière, à celle du bois, aux questions concernant l'agriculture des Outre-mer et concernant les dispositifs d'aide à l'installation. S'agissant de la filière laitière, nous nous soumettrons un avis favorable sur l'un des amendements déposés pour marquer notre conviction qu'il faut davantage d'interventionnisme économique et politique en faveur des revenus des producteurs. Leur part de rémunération dans le prix du lait demeure à nos yeux bien trop faible et nous avons le sentiment, lancinant mais fort, que c'est l'un des points faibles de votre budget. Concernant les aides, même s'il faut tenir compte de la réorganisation entre l'État et les régions dans le cadre de la PAC 2023-2027, je constate que beaucoup de nos collègues en attendaient davantage et pensent que vous auriez pu faire plus et mieux. Le fait qu'il y ait tant d'amendements sur les mesures agro-environnementales et climatiques me semble particulièrement révélateur des attentes déçues.
Pour terminer, j'aimerais appeler votre attention sur plusieurs points. D'abord, parmi les rares amendements auxquels la commission des finances a apporté un avis favorable, je tiens à souligner que nous avons émis un avis favorable sur l'amendement visant à lutter contre la précarité alimentaire. Ce sujet apparaît comme une préoccupation importante des Français et le Sénat ne peut s'en désintéresser. En second lieu, je tiens à souligner que je n'ai pas décelé dans ce budget les grandes lignes du projet de loi de pacte et d'orientation agricole que nous attendons tous. Est-ce à dire que ce projet de loi se fera à crédit constant, ou bien que ces orientations ne sont pas encore arrêtées, ou encore qu'il faudra rectifier le budget en fonction des choix arrêtés? Je profite donc de l'occasion pour vous redire que nous avons mis de côté, nous avons réservé certaines orientations proposées par nos collègues et notre excellent co-rapporteur Klinger sur les aides à l'installation, sur le foncier agricole, sur la transmission, afin de les examiner de manière cohérente dans ce texte que nous attendons. Pourriez-vous nous indiquer l'état d'avancement des concertations sur ce texte, tout en étant tout de même très lié au budget? Par ailleurs, comme mon collègue, je m'interroge sur l'efficience des mesures censées rétablir notre souveraineté alimentaire. En particulier, quand mettrons-nous un terme aux distorsions de concurrence face aux produits importés? Je dois dire, comme mon collègue, que je ne vois pas dans le budget 2024 qui y contribuera. Enfin, nous aurons l'occasion de vous dire que nous préconisons une réflexion sur la rebudgétisation du compte d'affectation spéciale développement agricole et rural. Tout en ayant insisté sur les facteurs d'amélioration, le nouveau dimensionnement des crédits et la tentative, même si elle est timide, de réorienter budgétairement la politique agricole française, la commission des finances vous incite à adopter les crédits de la mission et du compte d'affectation spéciale. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues, je prends la parole pour mon collègue Jean-Claude Tissot, rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques, malheureusement empêché pour des raisons de santé et que je salue chaleureusement. Les crédits de la mission agriculture seront en hausse d'1 milliard d'euros pour 2024. Cette augmentation est essentiellement due à la création de nouveaux fonds dédiés à la planification écologique. Néanmoins, un examen détaillé de la ventilation de ces nouveaux crédits et la réalité de leur mise en œuvre financière nous oblige à nuancer quelque peu cette apparente bonne nouvelle. Je ne prendrai qu'un seul exemple, avec le fonds entrepreneur du vivant sur lequel Jean-Claude Tissot s'est beaucoup investi. En septembre 2022, le président de la République a annoncé sa future création pour le dédier notamment à l'accès au foncier via un partenariat entre l'État et les régions et le doter pour ce faire de 400 millions d'euros à minima. Or, après un examen attentif de notre commission, il semblerait qu'une fois encore, les promesses n'aient pas été tenues. Ainsi, pas d'association des régions à ce fonds et pas plus de 60 millions d'euros seulement affectés à la question du foncier, soit 15% seulement des crédits, alors que les besoins, vous le savez, sont considérables. Monsieur le ministre, je réitère la question que vous a faite Jean-Claude Tissot lors de son audition du 14 novembre dernier et à laquelle vous n'aviez pas répondu. Quelle sera l'affectation des 340 millions restants ? Le plus grand flou règne sur l'utilisation de ce fonds, ce qui suscite l'incompréhension légitime du monde agricole. En outre, ce fonds n'est même pas rattaché à la mission agriculture, mais imputé à France 2030, ce qui a pour effet donc collatéral dommageable de disjoindre les réflexions sur cet outil du reste des débats de la politique agricole. Aussi, pour en parler ce soir et obtenir des précisions sur son utilisation, à désormais 3 semaines de la date attendue de son lancement, la Commission a déposé un amendement d'appel sur la mission agriculture. Monsieur le ministre, nous ne sommes pas dupes des effets d'annonce et les agriculteurs non plus. Le constat est sans appel. Les paysans sont volontaires pour engager la transition agroécologique, mais on leur enlève les financements nécessaires. La mise en œuvre de la nouvelle PAC a confirmé que les enveloppes dédiées à la transition agroécologique accusaient une baisse très importante. Comment allez-vous répondre à ce hiatus ? En réalité, la création de multiples fonds assortis de crédits dont l'affectation demeure inconnue masque mal votre manque d'ambition environnementale et climatique. Cette inaction va nous coûter cher au regard des enjeux cruciaux qui attendent notre pays en matière agricole. L'augmentation globale du budget proposé par les crédits de la mission est significative et nous nous en félicitons. Mais nous avons des réserves sur votre stratégie à long terme. Nous ne manquerons pas de le rappeler et de formuler nos contre-propositions lors des débats sur la future loi d'orientation agricole, dont on sait déjà que la question du foncier sera malheureusement exclue, et ce qui nous paraît totalement aberrant. Malgré tout, notre groupe est prêt à voter ce budget, mais nous serons attentifs à l'issue qui sera donnée à des amendements importants que nous allons proposer en séance. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Budget 2024, une augmentation historique.
peut-on lire dans vos communications et nous ne pouvons que nous en réjouir. Mais dites-moi, monsieur le ministre, avec quelle vision? La loi d'orientation agricole me fait penser à l'Arlésienne. On en parle à longueur de temps, mais on ne la voit jamais arriver. Il semblerait même qu'Aurélien Rousseau ait plus d'une information que nous, les parlementaires. Alors, est-ce que vous allez simplement toiletter la dernière grande loi agricole portée par Stéphane Le Foll en 2014, ou bien avoir le courage de réformer en profondeur un modèle à bout de souffle? Le temps presse et le monde agricole veut des réponses claires sur la simplification administrative et normative, la clarification des aides publiques, l'accès au foncier et la transmission, l'accès à l'eau, la régulation des marchés, les clauses miroirs, la protection contre les aléas climatiques, économiques et sanitaires et l'obtention de prix rémunérateurs. Autant de points sur lesquels il faut une puissance publique forte qui veuille bien reconnaître et promouvoir une véritable exception agricole à la loi du marché. Or, ces derniers temps, beaucoup trop de textes en lien avec l'agriculture ont été examinés, à tel point qu'une brebis n'y retrouverait pas ses agneaux. Les Galim 1, 2, 3, 4, la réforme de l'assurance récolte, climat résilience, l'accélération des ENR, le Varenne de l'eau, et j'en passe. La réglementation en vient à devenir l'ennemi de l'action publique et surtout l'ennemi des paysans qui chaque jour subissent jusqu'à l'écœurement son extravagance, son incohérence. Or, pendant que la technostructure s'évertue à construire des usines à gaz réglementaires, la ferme France dévisse. En 20 ans, nous sommes passés du second au 5e rang des exportateurs mondiaux de produits agricoles et plus de la moitié de ce que l'on mange est importé. Point positif, j'apprends que le gouvernement fait marche arrière au sujet des redevances pour le plan eau et pour pollution diffuse, comme cet été avec le projet de Bruno Le Maire de taxer les assises sur le vin. Parfois, je me demande si votre ministère n'est pas sous la tutelle de Bercy. Heureusement que Matignon arbitre du bon côté. Je vous plains, monsieur le ministre, ça ne doit pas être facile tous les jours de négocier. Alors oui, les agriculteurs ont raison de dire, en retournant symboliquement les panneaux d'agglomération, que l'on marche sur la tête. Ils sont au bord de la crise de nerfs, croulant sous les normes, sous l'inflation, taxés de tous les maux, de pollueurs, de dealers, d'empoisonneurs, par une minorité active d'intégristes ignorant le fonctionnement de la société rurale et qui, par leur provocation, alimentent l'agribashing et le sentiment de misérabilisme. Je suis en colère, très en colère, parce que chaque jour, un agriculteur se donne la mort par désespoir. C'est inacceptable aujourd'hui. J'habite et je vis à la campagne, je vois et partage la détresse de mes collègues agriculteurs et la colère du monde agricole rural, et je me refuse à léguer à nos nouvelles générations une pression et un contexte aussi rationnel. Ensuite, j'insisterai sur la crise à répétition subie par un secteur viticole abîmé. Le milieu comme la sécheresse ne sont que les marqueurs visibles de l'ampleur du changement climatique qui affecte la ferme France, dont le nouveau système assurantiel censé protéger est encore perfectible. J'étais à côté des 5000 viticulteurs du sud de la France manifestant leur désarroi à Narbonne il y a 15 jours. Il me semble que vous avez écouté, puis annoncé des aides bancaires, fiscales, l'opportunité d'un arrachage différé. Alors, comment et surtout quand comptez-vous financer ces mesures d'urgence? Monsieur le ministre, on ne va pas se faire de feinte de passe, mais les 20 millions d'euros du fonds d'urgence, rattrapés in extremis, en fin d'exercice 2023, n'y suffiront pas. C'est pas assez, on vous l'a dit, on vous l'a écrit. Et quel est le lascar qui a eu l'idée géniale de l'adosser au régime de minimis agricole, écartant d'un revers de main, vous le savez, un certain nombre d'exploitations? Alors prévoir un fonds qui ne sera pas accessible, il ne faudrait pas que ce soit que de la com, et plutôt du bon sens paysan. Alors je proposerai au nom de bon groupe, et avec l'appui du groupe d'études Vignes et Vins du Sénat, l'inscription d'un fonds sanitaire viticole moins restrictif, doté de 60 millions d'euros. Cela dit, des mesures d'urgence conjoncturelles indispensables sont aussi nécessaires, comme l'aide au stockage privé, aux entreprises de l'aval et l'accompagnement à la restructuration. Et puis, agissez. Agissez avec nos partenaires européens, des régions viticoles, pour sortir du carcan de la règle des minimis, comme celui de la moyenne olympique. Je sais, ce n'est pas simple, mais il nous faut avancer sur ce sujet-là si on veut réussir la réforme de l'assurance. Enfin, au moment où la transition écologique cale, où les productions bio ont du mal à trouver leur marché, nous vous proposerons un fonds d'urgence pour aider la trésorerie des agriculteurs bio, le renforcement significatif des moyens alloués au MAEC et l'augmentation du montant de l'écorégime. Pour les jeunes agriculteurs, un coup de pouce en renforçant les crédits de la CJA. Et d'un point de vue sanitaire, nous vous proposerons la prise en charge à 100% par l'État du coût de la vaccination contre la grippe aviaire et une aide pour lutter contre la MHE. Pour conclure, nous voterons votre budget, mais je vous incite vraiment à soutenir nos propositions. Mais bien sûr. Et surtout, j'ai l'espoir que nous avancions quand même assez rapidement sur la question de la loi d'orientation agricole, qui est nécessaire, parce qu'avec un budget historiquement haut,
Il faudrait qu'on soit au rendez-vous de l'histoire. Madame la présidente, monsieur le ministre, messieurs les co-rapporteurs, chers collègues. En cette année charnière pour notre agriculture, les perspectives du budget 2024 évoquent un souhait d'harmonie. Malgré les éloges, notre secteur agricole fait face à des défis complexes, cités précédemment par mon collègue Sébastien Pla. Monsieur le ministre, le gouvernement semble avoir des difficultés à répondre aux enjeux actuels. La nouvelle configuration de la PAC a suscité des critiques, soulignant la nécessité d'ajustements. Dans ce contexte, l'agriculture biologique semble porter un fardeau particulier. La PAC, au lieu de favoriser son essor, a réduit son soutien. Malgré les ajustements proposés en France, des questions cruciales subsistent, notamment sur le soutien à l'élevage, en particulier l'élevage de montagne. L'année agricole 2024, encadrée par la planification écologique du gouvernement et l'examen du projet de loi d'orientation agricole, suscite des attentes. Bien que le budget annonce une augmentation, il est important de reconnaître que seulement 500 millions d'euros seront effectivement engagés et certains sujets cruciaux semblent être mis de côté. Le gouvernement explore différentes voies pour répondre aux défis suscitant des interrogations sur la répartition entre la loi, le règlement, puis les attentes. L'échec récent de la loi Egalim 4 à rétablir l'équilibre des relations commerciales agricoles laisse un goût amer. Face à cette impasse, une mission gouvernementale transpartisane est annoncée pour réfléchir à une réforme du cadre global des négociations commerciales. Sommes-nous condamnés à un cycle de lois Egalim sans fin? Avec un endettement croissant, la manière dont seront financées à long terme les aides annoncées demeure un mystère. Avec la fin du principe du « quoi qu'il en coûte », il est légitime de se demander qui assumera in fine ces dépenses. Quel modèle agricole le gouvernement souhaite-t-il? Pendant ce temps, les exploitants et nos territoires font de leur mieux pour faire face. Ils souffrent. Les ravageurs tels que la Drosophila suzuki plongent la filière cerise dans la grande tristesse sans trop de perspectives viables. Les impasses constatées de certains produits phytosanitaires de remplacement ajoutent une difficulté à la situation déjà complexe. Les injonctions contradictoires qui ont été évoquées tout à l'heure de l'État placent nos agriculteurs dans une situation difficile et incompréhensible. La révision des réglementations pour la lavande ainsi que pour les producteurs d'abricots des baronnies en cours de reconnaissance IGP accentue la complexité du tableau et du désespoir de nos agriculteurs. Sur le volet prédation et survie du pastoralisme, la filière manque de moyens et le nouveau plan loup, monsieur le ministre, ne répond pas pleinement aux attentes de nos éleveurs. La crise de l'eau créée par le réenchérissement exorbitant de la redevance d'eau, qui devrait être annulée, puisque ça a été annoncé tout à l'heure, pose la question de la pérennité de la ressource et des nouveaux modèles agricoles dans le cadre de grands plans d'irrigation tels que le projet Hauts-de-Provence rhodanien dans le sud-est de la France. Enfin, la diminution du nombre d'agriculteurs couplée aux difficultés du renouvellement des générations crée une note sombre pour notre agriculture. En conclusion, ce budget, bien que porteur d'un peu d'espoir, reflète une situation nuancée, faite d'incertitudes et de défis. Et les petits espoirs qu'il suscite pour l'avenir de notre agriculture doivent être éclairés par des réponses concrètes et des actions immédiates. Monsieur le ministre, ne laissons pas notre agriculture sans perspective. Malgré les réserves exprimées, mon groupe pourra voter ce budget en fonction des suites données à nos amendements. Je vous remercie.